Quand on bloque cette émotion, très souvent, on peut avoir mal au niveau du ventre, typique la boule au ventre, etc. Et si on n'arrive pas à la libérer, à avoir une hygiène de vie qui nous permet cette émotion de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais c'est là qu'on peut éventuellement aussi avoir des maladies, vraiment des problèmes plus grands. Donc l'intérêt du yoga, et bien sûr avec un travail thérapeutique plus profond de si besoin, c'est laisser cette émotion continuer le chemin vers le haut. Moi, j'avoue, c'est pas ma quête principale d'activer la Kundalini, d'avoir cette expérience un peu. Des fois, ça peut être extrême aussi, des gens qui la vivent mal ou qui sont au contraire un peu dans la quête d'avoir encore et encore et encore cette expérience, limite un peu addictive quelque part. Moi, je trouve pas l'intérêt. Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Hello tout le monde et bienvenue sur Époque Podcast. Aujourd'hui, je vous présente une femme d'exception, Nathalie Goldstein, une magnifique Chilienne qui a décidé de quitter un métier stressant pour revenir à son corps. Ça fait maintenant 20 ans qu'elle pratique le Kundalini Yoga et cette pratique l'a amenée vers des projets encore plus beaux et plus grands. Elle va nous donner plein d'outils pour revenir à son corps et rester dans le moment présent. Bonjour Nathalie. Bonjour Christy, merci pour cette invitation. Mais je t'en prie. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a emmené au Kundalini Yoga ? Et par la suite, on va arriver sur le Kundalini Yoga et tu vas nous expliquer exactement ce que c'est. Oui, alors c'est un peu une longue histoire. Allez. Oui, alors ça a commencé quand j'avais 23 ans plus ou moins. J'étais très sportive et je jouais volley-ball à l'université. J'entraînais 2 fois par semaine, on avait des matchs le week-end. Et j'étais une vie hyper active. J'ai fait ces 1000 choses en même temps et j'avais pas le temps de connecter à des autres choses. Voilà, je me rappelle ma sœur, une prof, il m'avait invitée à faire de la méditation bouddhiste. Et je me suis vraiment ennuyée profondément. J'étais pas là encore, c'était pas ça. Et un jour, moi j'avais beaucoup de maux de dos. Dans ma kiné, à un moment donné, il m'a dit, mais écoute, ça y est, je pense que tu as tout donné, ton dos a tout donné, il faut t'arrêter de faire souffrir ton dos avec le volley, va faire du yoga. C'était un peu comme ça que ça a commencé et j'ai trouvé une super prof de yoga, de Hatha Yoga. Et j'ai commencé à beaucoup aimer et apprécier les sensations aussi dans mon corps. Ouais. J'ai fumé à l'époque et j'ai arrêté de fumer. Et un peu grâce aussi à cette conscience de souffle, etc. Et voilà, donc j'ai commencé à faire beaucoup de yoga, genre 3 fois par semaine. C'était vraiment un kiff, c'était très chouette. Et puis, à l'époque, j'étais architecte et prof d'urbanisme à la fac. Et du coup, il fallait que je fasse un master, un doctorat éventuellement. Donc, je suis venue en France, à Bordeaux notamment, où j'étais déjà venue en espèce d'Erasmus avec la fac de l'école d'architecture de Santiago et de Bordeaux. Donc, j'avais créé un fort lien avec Bordeaux. J'ai adoré la ville, je me suis fait des copains et voilà, j'aime bien la France. Voilà, il a quelque chose aussi lié à mon nom, ou c'est mon prénom qui est français, bizarrement. Et du coup, quand je suis arrivée en France pour faire mon master d'urbanisme, j'ai cherché un prof de yoga, de Hatha Yoga, et j'ai fait genre 6 ou 8 portes ouvertes. Et j'ai pas eu le feeling avec les profs. Voilà, c'était pas un grand oui. Et par accident, je suis tombée sur un cours de Kundalini Yoga, parce que dans les flyers, c'était pas noté, c'était Kundalini. Et quand j'ai eu cette première cours, j'ai dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la Kundalini et comment elle est associée au yoga ? Oui. Mais d'abord, je préfère te raconter qu'est-ce que le Kundalini Yoga. Dans le type de yoga, c'est une des 10 yogas traditionnels. Donc, il y a le Hatha, l'Ashtanga, la Vinyasa, etc. Donc c'est une des plus assez anciens et traditionnels qui reste aujourd'hui aussi dans la même structure d'avant. Et donc c'est un yoga qu'on appelle le yoga de la conscience. Parce qu'on est constamment conscient de ce qui se passe dans ton corps physique et non physique. Voilà, on travaille presque tout le temps avec les yeux fermés. Voilà, et c'est un yoga qui est très complet. C'est-à-dire on travaille avec renforcer le corps, à étirer le corps, à mettre en mouvement. Et beaucoup de méditation à travers le souffle et à travers le son.
Voilà, le chant des mantras, c'est basique, c'est des bases du Kundalini Yoga. Et c'est un yoga que j'aime beaucoup car il est très accessible, très généreux, très aimable. Il n'a pas des niveaux, si tu veux. Chacun a son rythme, on peut aller vraiment loin. Et c'est un yoga qui peut... J'ose dire que c'est thérapeutique, parce que tu peux vraiment aller profondément à débloquer des trucs. Voilà, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un moment, des fois un exercice, une respiration, une posture, un chant, touche quelque part en toi et peut déclencher des larmes, des rires, un grand souffle. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un yoga qui est très transformateur. Voilà. Et du coup, pour moi, les Sutra Yoga aujourd'hui, c'est chouette, les Sutra Yoga, mais il n'a pas ces dimensions transformateurs. Donc c'est un yoga qui est, depuis que je l'ai expérimenté, je ne l'ai jamais quitté. Voilà. Après ta question de qu'est-ce qu'est la Kundalini, voilà, il y a différentes façons de l'aborder, mais la base en fait c'est une énergie levée dans la colonne vertébrale, dans la base de la colonne vertébrale, dans les chakras primaires, les 3 premiers chakras, chakra racine, nombril, plexus solaire. Et c'est une énergie qu'on essaie de faire monter tout le long de la colonne, vers les chakras supérieurs, vers la couronne, pour activer, pour déverrouiller, pour mettre en mouvement, et pour avoir accès à une dimension plus, moins matérielle, moins terrénale. Et voilà. Et il y a certaines techniques pour l'activer. Il y a des gens qui expérimentent une activation de la Kundalini sans rien faire, etc. Il y a différentes façons de faire. Moi, j'avoue, c'est pas ma quête principale d'activer la Kundalini, d'avoir cette expérience un peu... Des fois, ça peut être extrême aussi, des gens qui la vivent mal ou qui sont au contraire un peu dans la quête d'avoir encore et encore cette expérience, limite un peu addictive quelque part. Moi, je ne trouve pas l'intérêt dans le sens que le Kundalini, dans la pratique régulière, peut apporter vraiment un bien-être profond et des outils pour le quotidien. Et c'est ça qui m'intéresse à transmettre. Vraiment, ce qui m'a appelé à changer de métier, c'est de pouvoir transmettre les outils de Kundalini pour mieux gérer les émotions, pour mieux vivre au quotidien, pour simplement vivre le plus heureux et profiter d'être vivant. Mais est-ce que, sans être exhaustive, est-ce que tu pourrais nous citer quelques outils que ça peut emmener, que ça peut rapporter au quotidien de travailler sur la Kundalini Yoga ? Mais il y a plein. Mais vraiment, la base, notamment, c'est la méditation. Et dans l'idée, c'est vraiment de travailler les non-attachements à tes pensées. C'est un peu la base. Voilà, la méditation, on peut la décrire, l'expliquer différemment. Dans les différents domaines, on peut faire méditation bouddhiste, etc. Il y a plein de types de méditation. Mais l'objectif, c'est les mêmes. C'est les non-attachements à tes pensées. Et dans le yoga, le Kundalini Yoga, les outils, c'est très simple. On a 3 points d'observation, 5 objets d'observation pour pouvoir s'entraîner pour avoir des moments de non-attachement à tes pensées. Donc en Kundalini, c'est très basique. On va regarder l'espace entre les sourcils avec les yeux fermés. Ça aide à partir moins dans ses pensées. On part tout le temps dans les pensées. Tout le monde part dans ses pensées. Ce qui est intéressant, c'est prendre conscience plus vite que tu es parti dans tes pensées. Pas juger l'effet de partir dans tes pensées. Choisir de laisser tomber ces pensées, t'occuper plus tard de cette situation. Et choisir de revenir à ta méditation. Dans ta méditation en Kundalini, c'est ça, observer l'espace entre les sourcils, les yeux fermés, connecter profondément avec ta respiration. Il y a plein de façons de respirer, mais notamment longue et profonde, respiration nasale par le nez, et relâcher profondément le corps. Voilà, les muscles qui n'ont pas besoin d'être en tension, qui ne sont pas en train de soutenir ta posture. Donc, typiquement, des gens qui serrent les mâchoires, le front, les épaules, le ventre. Donc, vraiment, de choisir de faire un espèce de scanner dans ton corps pour relâcher ces muscles qui n'ont pas besoin d'être en tension. En Kundalini, on ajoute aussi le son, qui est très très important. Donc tu peux ajouter aussi un chant de mantra, une vibration de son, pour t'inviter à rentrer un peu plus profondément, davantage dans la méditation. Et des fois aussi, on fait des mouvements. On peut faire des mouvements avec les bras, avec le corps. C'est ce qu'on appelle la communication céleste. Ça, c'est mystique, j'aime bien. Et donc c'est vraiment comme... entre guillemets, comme une espèce de chorégraphie qui accompagne un chant de mantra
pour vraiment plonger, rentrer profondément dans la méditation. Tout ça sont des éléments qui t'invitent à rentrer dans la méditation, qu'éventuellement, on pourrait le faire tout simplement en silence, immobile. Mais voilà, des fois, c'est difficile avec le quotidien. Donc, l'idée, c'est ça, utiliser ces outils pour pouvoir choisir et pouvoir détacher pour un petit moment du mental. Voilà. Donc, en fait, c'est exactement rester en pleine présence et laisser tomber les pensées pour pouvoir se connecter dans ce moment présent-là et pouvoir laisser passer les émotions. Parce que finalement, les émotions emmènent des pensées, non ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, donc c'est constamment faire ce travail de laisser tomber les pensées pour laisser les émotions sortir. Ah, c'est super intéressant comme tu l'as dit. Alors, comment l'expliquer ? Il y a deux dimensions. Il y a et j'aime bien les métaphores que j'aime beaucoup, c'est comprendre qu'on ne peut pas arrêter les pensées. Plus tu essaies d'arrêter les pensées, plus tu réfléchis à arrêter les pensées, c'est un cercle vicieux et c'est pire qu'avant. Donc une métaphore que j'aime beaucoup, c'est comprendre que le mental travaille et projette des images constamment, comme un projecteur de film. Voilà, j'utilise cette métaphore très souvent dans mes cours. Comme un projecteur de film qui est à côté de toi, c'est hors toi, et qui doit projeter tout le temps des images, des histoires, etc. Voilà. Et heureusement, on a cette mental qui nous aide à résoudre, à prévoir, à projeter, à trouver des solutions, etc. Le problème, c'est, dans cette époque, on est tout le temps attaché à nos pensées, on est tout le temps connecté. Donc, la grande difficulté, c'est pouvoir détacher. Et donc, il faut que ça ne soit pas une lutte. Voilà, je vais pas penser plus, mais comprendre comment ils marchent, les mécanismes. Dans cette métaphore dont j'aime bien, dont tu imagines ton mental projette tout le temps, et tu remercies cette machine, parce que grâce à elle, tu ressors plein de choses. Et l'idée, c'est comprendre que cette machine, tu ne peux pas l'éteindre. Il n'y a pas un bouton on-off, tu ne peux pas la débrancher. Sa mission, c'est projeter. Notre problème, c'est qu'on amène l'attention dans ce qu'il projette. Voilà. Donc c'est bien s'il n'a aucune surface au fond pour projeter, quoi que ce soit, il n'a pas d'image en fait. Voilà, c'est comme s'il peut projeter dans les vides. Donc l'idée c'est justement ça. Et prendre des moments, arrêter de lutter pour essayer d'éteindre la machine, mais dire ok, je ne vais pas mettre l'attention dans ce qu'il projette. J'ai fait tomber par exemple un tissu blanc où il était en train de projeter les projecteurs, et pouf, je laisse tomber. La projection va dans les vides, il n'a rien à voir. Et donc là, dans cette image, j'aime bien, tu peux choisir de dire ok, je prends conscience que la machine est allumée. Merci machine, mais je vais faire une petite pause. J'ai choisi de la laisser tomber et revenir à mes outils de méditation, constamment. Donc dès que tu réalises que tu pars dans tes pensées, tu acceptes sans jugement, etc. Tu dis, c'est bon, c'est normal, tout le monde part dans ses pensées. Mais je vais choisir de revenir à mes objets de méditation. Observer le troisième œil, connecter profondément à la respiration, relâche les muscles de mon corps, éventuellement faire une vibration de son, bouger les bras, pour pouvoir vivre justement ce moment présent, ici maintenant, sans attachement au mental. Et le deuxième point, c'est les émotions. Donc c'est encore une autre façon de la comprendre, que j'aime beaucoup, c'est comprendre qu'on est tout le temps traversé par les émotions. C'est la nature humaine. On a tout le temps les émotions qui traversent et c'est ça qui constitue notre nature. Et c'est bien. Voilà. Le problème, c'est qu'on empêche ces émotions de s'exprimer. Voilà. Parce qu'on a peur, parce qu'on a vécu quelque chose de traumatique, parce qu'on n'a pas envie, parce que ça nous fait peur. Voilà. Et donc, j'aime bien la métaphore d'imaginer que les émotions viennent aussi des chakras inférieurs ou supérieurs, voilà, comme à niveau de ton périnée, et il doit traverser tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à le sommet de la tête, et puis sortir, et pouf, comme une pompe de savon, ils sortent et continuent leur chemin, et puis tu vas avoir une autre émotion qui va venir. Et les problèmes, voilà, c'est quand on dit « Ah non, c'est là, j'ai pas envie de la sentir », et très souvent on bloque au niveau du diaphragme. Hein. Voilà, c'est vraiment très lié à la respiration. Et donc quand on bloque cette émotion, très souvent, voilà, on peut avoir mal au niveau du ventre, typique la boule au ventre, etc. Et si on n'arrive pas à la libérer, à avoir une hygiène de vie qui nous permet cette émotion de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais c'est là qu'on peut éventuellement aussi avoir des maladies, vraiment des problèmes plus grands. Donc l'intérêt du yoga, et bien sûr avec un travail thérapeutique plus profond de si besoin, c'est laisser cette émotion continuer le chemin vers le haut. Voilà, même si c'est dur, même si on a peur. Très souvent, on a peur
Mais en général, quand on exprime l'émotion, quand on pleure l'émotion, quand on crie l'émotion, quand on tape l'émotion, on se sent tellement bien et on se rend compte que c'était pas si grave en fait. Voilà, tu permets cette émotion, s'exprimer et tu pars tellement légère, tellement léger, c'est tellement... Et souvent, il y a des choses qui peuvent guérir, qui avec cette expérience de laisser l'émotion s'exprimer, sans que ça passe forcément par une compréhension mentale de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tac, tac. Peut-être qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller savoir, mais laisser l'émotion s'exprimer. Et Kundalini est vraiment là-dedans, pour vivre cette expérience, c'est dire, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai lâché, mais l'intro que ça a ouvert, et ça va beaucoup mieux. Effectivement, on a tendance à laisser les émotions, à ne pas laisser remonter les émotions et les garder à l'intérieur. Et c'est très souvent que ça revient que lorsque les émotions sont stockées, ça peut provoquer des maladies. Est-ce que pendant la Kundalini Yoga, ou le Kundalini Yoga, est-ce que vous faites des figures comme dans les autres types de yoga où c'est vraiment plus basé sur la méditation? Non, on a des asanas, des postures, les asanas, mais sont vraiment très simples par rapport aux images qu'on peut avoir de Hatha Yoga. C'est pas des postures complexes, c'est des postures que tout le monde peut faire. C'est pour ça que je dis que j'aime bien qu'elles soient accessibles, mais ça demande très souvent de tenir bon. Mais la chose de dépasser nos croyances. On a les postures, par exemple, de maintenir les bras dans l'air pendant 1 minute, 5 minutes, avec un type de respiration et une connexion à la méditation. Donc ça nous demande de vraiment tenir bon, de ne pas écouter ce que notre mental nous dit que c'est nos limites physiques, mais pouvoir trouver une force ailleurs, une volonté qui nous invite à dépasser justement ces limites. Et vraiment, c'est là où on peut déverrouiller quelque chose de profond. Bien sûr, on est super à l'écoute du corps, l'idée c'est surtout pas se faire mal, mais aller plus loin dans ce qu'on croit que c'est nos forces. Et c'est génial parce que des fois, tu te dépasses à toi-même, il y a un peu des choses de se dépasser, grâce à la connexion à soi, grâce à la détente du corps, grâce à la connexion à la respiration. Le souffle, c'est vraiment un soutien tellement puissant. Je te parlerai après des accouchements, mais la respiration peut être l'allié principal de tenir bon face à la douleur, de tenir bon face à l'effort physique, bien sûr, et surtout à pouvoir accepter les émotions face à des moments difficiles de la vie. Et qu'est-ce que ça procure au quotidien, au niveau du corps? En tout cas, les personnes qui pratiquent le Kundalini Yoga, qu'est-ce que ça leur permet d'acquérir? Bon, déjà, un bien-être physique, parce que c'est physique, c'est pas un yoga qu'on dit très yin. On travaille physiquement le corps. On dit que c'est un yoga très puissant, même si la séances qui sont plus méditation, plus pranayama, plus respiration, c'est un travail qui tonifie bien le corps. Bon, déjà, tu te sens plus fort, plus fit. Tous les bienfaits de yoga en général, des mobilisations des dos, en général, tu renforces bien profondément la colonne, tu n'as plus de maux des dos. En général, les maux articulaires aussi, tu peux vraiment travailler à mettre en mouvement, à étirer, à renforcer. Donc, pour moi, le yoga, tous les types de yoga, c'est la pratique plus complète pour un bien-être physique au quotidien. Bien sûr, à compléter si on a envie avec de la course à pied, etc., des choses qui vont travailler aussi les dimensions plus des muscles externes, etc. Mais au quotidien, c'est que les retours que j'ai et mes expériences, c'est très lié à comment je vis les émotions, encore une fois, mes relations avec l'autre, ma patience avec mes enfants, face au conflit, comment je réagisse. Vraiment, pour moi, c'est très important et c'est vraiment les grands apports du Kundalini. Comment on peut réagir face aux émotions de soi-même et avec les liens avec l'autre. De vraiment pouvoir, avec la respiration, avec la méditation, pas être dans la réaction, être vraiment dans l'écoute, dans l'empathie de l'autre pour comprendre un peu mieux. Et pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps, sentir si tu as cette bulle dans les ventres, pouvoir la respirer. Bien relâcher le ventre, respirer, laisser la respiration, mettre en mouvement, traverser le diaphragme, et faire monter l'émotion. Je pense qu'il y a vraiment ça d'hyper important dans le quotidien, aussi de pouvoir être plus concentré. En fait, quand on est débordé, quand on a trop de choses qui se passent, quand tu te sens débordé, la méditation, le yoga,
te permet de vraiment faire un focus sur ce qui est vraiment important. On peut lâcher les voiles, lâcher Instagram, tu vois, lâcher un peu le superficiel et venir à nouveau à ce qui est essentiel. Pour ne pas pas prendre de l'énergie pour des choses superficielles. Vraiment choisir tes batailles et aller là où c'est vraiment important que tu mettes l'énergie et le reste, c'est pas grave. Tu vois. Ça va beaucoup aider. Tu nous parlais des femmes enfin, qui accouchent, de l'accouchement. Tu appliques ces méthodes-là. Tu es sage-femme? Non, tu n'es pas sage-femme, mais tu aides des femmes... J'ai fait des yoga pré-postnatal, des yoga pré-périnatal, on appelle, autour de la naissance. Mais oui, donc j'ai pratiqué le Kundalini pendant des années et ça m'a vraiment sauvée d'un burn-out issu de mon doctorat, de ma thèse. J'étais vraiment en souffrance. Écrire un doctorat en français, scientifique, c'était très très dur pour moi. Et voilà, il a eu des autres facteurs, mais voilà, j'avais commencé à vraiment avoir envie de passer plus dans le corps et pas être que dans la tête. Pendant un doctorat, tu es vraiment 200% dans la tête, isolé, etc. Donc, pendant ce moment complexe, j'ai vraiment vu expérimenter les outils du Kundalini. Vraiment, c'était génial. Un moment que j'allais vraiment pas bien. Voilà, quand ça va pas bien, c'est beaucoup plus difficile de prendre les outils. Et je me suis vue me faire violence, j'aime bien cette expression en français, de dire que je peux m'installer même si j'étais vraiment pas bien, à méditer, à chanter, à respirer, à bouger comme je savais faire avec mes séances de Kundalini, en autonomie. Et ça, c'était génial, parce que j'ai eu des moments vraiment pas très drôles, des souffrances avec la thèse. Et quand j'ai vu ma capacité de prendre la chose en main grâce au simple exercice de yoga, vraiment de prendre 5 minutes pour respirer d'une façon, 5 minutes pour faire un son, faire vibrer, bouger la colonne vertébrale, et que ça allait bien, et que c'est bon, et que j'ai géré cette autonomie, cette force, cet empowerment, c'était génial. Et donc là, ça commençait à avoir une petite... chose au moi qui c'est mais ça il faut le partager, mais ça c'est trop chouette, c'est gratuit, tout le monde peut le faire, c'est accessible. Donc je crois que là il a eu une petite flamme qui a commencé, une brasse, voilà. Et puis après donc je suis tombée enceinte, voilà, avec les pères de mes enfants on avait choisi de tester et d'essayer de tomber enceinte. On est tombée enceinte tout de suite, je suis tombée enceinte très vite et j'avais toujours cette thèse à finir. Et je me rappelle, ma sage-femme m'avait dit que le stress acidifiait les liquides amniotiques et que c'était vraiment pas bien pour un bébé. Et ça m'a vraiment calmée. J'ai arrêté la thèse et bon, je l'ai laissée à côté. Je me concentrer sur mon bébé et aussi à guérir quelque part tout ce stress accumulé pendant des années des doctorats. Et du coup, je me suis bien outillée pour vivre bien cette grossesse. Je voulais bien me préparer pour avoir un bel accouchement. Moi, au Chili, à l'époque, je ne connaissais personne qui avait accouché sans péridurale, par exemple. Et moi, j'ai une phobie aux aiguilles. Donc jusqu'à là, je n'imaginais pas accoucher, en fait, que par la peur des aiguilles. Et heureusement, en France, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient eu des accouchements physiologiques. Et ça, c'était une grande découverte, un grand oui pour dire, OK, éventuellement, je vais devenir maman. Et donc, on est tombée enceinte. Et je ne sais pas vous dire, parce que quand je suis tombée enceinte, on peut couper ça. Voilà, j'ai essayé de trouver des cours de yoga prénatal. Et je crois que j'ai fait 1 ou 2 à Bordeaux, sur Bordeaux. Et je n'ai pas trouvé qu'il avait des outils pour les jours de l'accouchement. Je voulais, bien sûr, vivre mieux ma grossesse, mais surtout m'outiller pour les grands jours. Et du coup, j'ai testé, j'ai pas... Voilà, je trouvais que c'était un peu superficiel. C'était mignon, mais c'était pas profondément... Voilà, je ne sentais pas cette force. Et voilà, j'ai commencé à lire des livres de Bernadette Desgasquet. Voilà, donc c'est médecin, prof de yoga de Paris, qui a mis en place une technique un peu révolutionnaire, si j'ose dire, sur les postures, comprendre la physiologie du corps. Donc c'est très... Dans la physiologie, c'est très... Voilà, la connaissance du corps, comment il marche.
Et puis à travers de ces bouquins, quelques vidéos en ligne, plus les outils de Kundalini, qui donnaient la vision plus spirituelle, la connexion plus à soi, la confiance au corps, et bien sûr toute la dimension des méditations de Kundalini, m'a donné vraiment un bon cadre de soutien. Et en plus, j'ai raconté les détails, mais j'ai eu la chance d'accoucher à la maison des naissances, à Bordeaux. Il avait une maison des naissances, donc c'est un accompagnement global dès le début de la grossesse, jusqu'à la fin avec une équipe, ou une sage-femme, ou 2-3 sages-femmes, qui vont t'accompagner jusqu'à l'accouchement, et tu sais que tu vas accoucher avec eux. Donc tu n'accouches pas avec un inconnu, tu accouches avec quelqu'un qui te connaît, et qui connaît ton projet de naissance, et qui connaît tes faiblesses et tes besoins, donc c'était parfait en fait. Donc j'ai eu cet accompagnement global et beau. Et donc voilà, j'ai créé un peu mes propres outils, et j'ai eu la chance d'avoir un accouchement magnifique, un accouchement fabuleux. Mais fabuleux, j'ose dire jouissive, vraiment j'ai un accouchement en joie totale, pas en douleur, bien sûr, il y a des moments douloureux, mais sans peur, une totale connexion avec mon corps, une totale confiance avec la physiologie de mon corps, et avec un peu une dimension beaucoup plus mystique, que c'est dire c'est incroyable qu'on puisse accoucher. Quand tu vois les détails de comment ça marche, la physiologie du corps pour un accouchement, tu te dis mais qui a dessiné la chose comme ça, parce que c'est un peu c'est hyper technique, etc. Donc il y a une dimension de faire une grande confiance à la vie, toutes les femmes avant moi ont accouché très souvent dans des conditions des générations précédentes, des conditions d'hygiène, des connaissances, d'accompagnement, etc., beaucoup moins saines que les miennes aujourd'hui, et d'en dire, ok, mon corps aussi, il est fait pour accoucher. J'ai la chance de pouvoir être complètement présente pour mon accouchement. J'ai envie d'être l'actrice principale de mon accouchement, et je peux être accompagnée avec bienveillance, avec respect, avec écoute, consentement et tout. Et c'est ça, donc j'ai eu cet accouchement formidable, dont Juliette est arrivée il y a 10 ans déjà. Et donc dans cet accouchement, j'ai vécu une expérience assez unique, que c'est cette totale lâche-prise. En fait, pendant un accouchement, soit tu as peur et tu empêches un peu parce que tu as peur, parce que tu as eu mal, parce que plein de choses peuvent passer, ton corps se ferme. Se contracte. Se contracte, exactement. Se contracte, il dit pas un grand oui. Voilà. Et parce que c'est normal, il a des douleurs, il a des peurs, tu dis mais comment ça va passer, ça passe pas, etc. Et quand il fait confiance, c'est grand oui, l'accouchement est plus facile, il est plus rapide, il est moins douloureux. Et donc j'ai su dire un grand oui. Et quand il dit un grand oui, c'est vraiment lâcher complètement le contrôle. Donc ce mot, il est super important, je trouve. En fait, tu peux rien contrôler pendant ton accouchement. Si tu essaies de contrôler, tu contractes, tu bloques, tu fermes, donc tes difficultés, c'est plus douloureux et c'est plus long. Donc j'ai pu faire un grand oui à cette expérience, et j'ai eu j'ai vécu le total non-contrôle, c'est total lâche-prise en vrai. Et pour moi, c'était vraiment une expérience un peu mystique, tu vois, un avant et un après. Donc vraiment, depuis cet accouchement, je prends la vie vraiment différemment. Tu vois, dans le sens de ne pas me prendre la tête pour des choses pas importantes, d'accueillir vraiment les émotions, c'est qu'on parlait totalement autrement. Depuis cette expérience est totale, lâche prise, à un moment donné. Et donc ça, c'était révélateur. Et depuis cet accouchement, j'ai dit, mais je veux transmettre ça. Voilà, je veux transmettre ça, je veux accompagner les femmes pour qu'ils se donnent la possibilité d'avoir un accouchement qui peut être génial. Voilà, un super souvenir. Et j'aime bien ça, j'ai certains élèves qui me disent, mais quand ça va pas, je pense à mon accouchement comme un moment génial. En quoi le Kundalini Yoga t'a aidé à transmuter justement ces peurs, à avoir moins de contractions, et aussi comment tu accompagnes les femmes justement pour qu'elles puissent avoir cette transition douce et quasi parfaite?
avant, donc dans la peur d'accoucher, à part la péridurale, qu'elle est apparemment hyper grande, j'avais toutes les images des films, des séries. C'est ce qu'il y a de pire. Et ça ne prépare aucunement à un accouchement. Et ce n'est qu'un film. Hein. C'est clair, mais c'était l'image que j'avais dans ma tête. L'accouchement, c'est une souffrance, c'est là, et quelqu'un t'accouche en plus, c'est dépourvu d'être... Oh ouais. C'est toujours un moment catastrophe dans les films, en fait, l'accouchement. Oui, et horrible. Et de souffrance. Des souffrances, aucun plaisir. Aucun plaisir. Et pourtant, ça peut être un moment de plaisir, en fait. Ça part par tes organes génitaux. Il a une connexion profonde à cette partie de ton corps qu'en général, voilà, on n'est pas super au courant et connecté à ça. Et alors, donc, comment le Kundalini et le yoga des gasquets accompagnent la grossesse, l'accouchement. Alors, bien sûr, dans la gestion et l'accompagnement des contractions. Donc, je suis désolée, tu ne peux pas avoir moins de contractions avec le yoga. Mais ce que tu peux faire, c'est accompagner autrement la puissance de la contraction. Donc, j'aime bien ne pas parler de la douleur. Il y a plein de techniques de gestion de la douleur qui te dit. Essayons de ne pas parler des douleurs, mais la intensité, la puissance de cette contraction musculaire. Donc voilà, pratico-pratique. Dans la contraction, les contractions efficaces d'accouchement, on ne sait pas les Braxton Hicks, que c'est les contractions là, qui préparent, mais celles qui sont vraiment en train de pousser pour que ton bébé sorte, sont les contractions efficaces. Et donc, comment on les accompagne ? Bien sûr, avec la respiration. Voilà, avec une longue expire. Des expires que tu peux tester. Il y a différentes façons d'expirer. Par la bouche, par le nez, longue et profonde, saccadée, coupée. Donc de tester quelle respiration, quelle expire accompagne le mieux ce travail. Évidemment, jamais inspirer par la bouche. C'est l'inspiration qui peut angoisser et hyperventiler le cerveau. Une respiration longue et profonde par le nez, par exemple. Et puis, basique, c'est la posture, en fait. Un accouchement, c'est super mécanique. Donc, j'enseigne beaucoup ça pendant mes cours aussi. La mécanique de ton corps, comment ça marche, comment il va traverser l'ossature de ton bassin, ton bébé, sachant que c'est pas une ligne droite, il y a des étroites dans le bassin, donc c'est vraiment toute une technique pour que le bébé sorte. Et donc, l'idée, c'est d'abord montrer aux femmes et aux couples. Maintenant, j'ai fait des stages avec des couples et c'est génial. Comment ça marche vraiment? J'ai mon petit bassin en plastique, en silicone, pour montrer comment il est ton bassin et qu'est-ce qu'il va devoir faire ton bébé et comment tu peux l'accompagner. C'est un travail d'équipe en fait avec ton bébé et avec ta super sage-femme qui va être là les jours J, avec ton chéri. Voilà, comment tu peux l'accompagner à travers les mouvements de ton corps. Donc, c'est vraiment faire confiance à ce que tu ressens. Très souvent, évidemment, et moi la première, avec mon premier accouchement, j'étais un peu, je sais pas si c'est les mots dévotion, mais c'était ma sage-femme qui savait, parce qu'elle avait accouché 2000 bébés, je sais pas, et moi, j'avais jamais accouché. Et donc, bien entendu, je la suivais dans ses propositions des positions, des respirations, mais je ne me suis fait pas confiance, je ne me suis fait pas confiance tout le temps, dans ce que j'ai ressenti dans mon corps. Et j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, et donc ça, je pense que le yoga peut vraiment aider. J'encourage les femmes à faire confiance à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Donc il y a plein de postures différentes que tu peux prendre pour bouger le bassin, ouvrir les bassins d'une façon ou d'une autre. Et là, voilà, typiquement la posture à 4 pattes, où tu peux vraiment libérer la tension lombaire, où le périnée va se détendre, où il y a la pesanteur qui va faire un travail aussi d'ouverture. Tu peux ouvrir les genoux pour ouvrir le bassin au niveau des pubis, fermer les genoux pour ouvrir la partie de derrière. Te mettre vraiment dans des positions improbables. Moi, j'ai accouché ma première, ma fille, dans une position improbable, que c'était la bonne position, avec allongée, avec un bras étiré, la jambe comme ça. J'ai demandé à mon chéri d'étirer ma jambe d'une façon. Bon, vraiment, c'était une position pas typique, mais en fait, je me suis bien écoutée. Et c'était la position dans laquelle ma petite, il a pu vraiment traverser la dernière partie de mon bassin et sortir dans 2-2. Donc voilà, pratico-pratique, la mécanique du corps. Et dans un autre côté, donc ça c'est des gasquets qui est dans ces outils, et l'autre côté c'est la méditation. Donc Kundalini, pour moi les outils de Kundalini sont les plus efficaces, même s'il y a plein d'autres façons de méditer, pour pouvoir vraiment connecter à la physiologie du corps. Donc il y a une partie du cerveau
qui travaille sur l'activation des hormones de l'accouchement et il y a une autre qui travaille sur l'activation des hormones de l'estress, de la gestion de l'action. Et tous les deux ne sont pas compatibles. Soit il y a un qui active et soit l'autre. Donc c'est clé de ne pas partir dans tes pensées, dans le stress, dans la gestion des choses, pour accoucher et plutôt rentrer dans la méditation pour activer. Donc j'aime bien la métaphore de la gazelle. J'aime bien ça, une gazelle qui est en train de mettre, je crois qu'on dit ça, qui va faire un bébé, qui va coucher. Et dans la savane, voilà, la personne, elle est là, connectée à ses hormones de l'accouchement, qui sont gérées par la partie de derrière du cerveau, au niveau de la nuque, qui s'appelle le cerveau reptilien. Voilà, plus archaïque, on va dire, et où il y a les hormones, les endorphines, etc., qui vont activer les processus d'accouchement. Okay. Mais face au danger, donc par exemple, il y a un lion qui arrive, dont la gazelle va arrêter l'accouchement. Comment elle va faire ça? C'est automatique. En fait, face au danger, à l'estress, c'est le cerveau frontal, voilà, du front, qui va s'activer. Donc c'est tous les hormones de l'estress pour pouvoir se sauver, en fait. Et donc, quand ça arrive, quand le cerveau frontal s'active, les hormones de l'accouchement reptilien s'arrêtent automatiquement. C'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est comment, voilà, les deux ne peuvent pas être activés en même temps. Et donc c'est la même chose qui arrive aux femmes. C'est, voilà, dès que tu commences à activer ton mental, l'accouchement ralentit. Typiquement, par exemple, les femmes qui accouchent en milieu hospitalier, ils sont à la maison, qu'aussi chez eux en sécurité, commencent les processus d'accouchement, voilà, les hormones reptiliens sont à fond. Et puis, quand ils vont à la maternité, donc il faut mettre les chaussures, rentrer à la voiture, l'embouteillage, le feu rouge, tac, 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 ils rentrent à la maternité, il y a beaucoup de monde, les bruits, les papiers, l'accouchement s'arrête en fait. Voilà, parce que c'est le mental qui est en train de gérer les processus. Donc, il y a une belle recommandation, il y a plein de femmes qui font ça, c'est au moment de partir à la maternité, de vraiment mettre un casque ou on appelle des lunettes, tu vois, pour un masque de nuit, et que voilà, chérie, voilà, le compagnon, la compagne, gère toute la partie extérieure. Voilà, bureaucratie, administrative, fonctionnelle. Donc, pour que tu puisses rester dans ta bulle. Et j'aime bien ça, c'est imaginer que tu es dans une bulle de sécurité, de confiance, chaleureuse, safe, dans laquelle tu peux vraiment rentrer en totale connexion avec la physiologie de l'accouchement et pas sortir. Voilà. Et donc, c'est lui ou elle qui doit protéger cette bulle. Aussi, la métaphore de la grotte, j'aime bien. Tu vois, donc, tu es dans ta grotte et lui ou elle défend, protège que cette grotte soit inatteignable, vraiment protégée. Des fois, à la maternité, il y a des personnes pas très sensibles à ce que tu es en train de vivre, voilà, des infirmières qui rentrent, ah oui, madame, voilà, qui cassent ce moment sacré, en fait, de l'accouchement. Donc, l'idée, c'est, peu importe où tu es en train d'accoucher, donc, en général, à la maison, c'est plus qu'aussi, ou même si tu as un accouchement improbable, je sais pas, dans la voiture, peu importe où tu accouches, que tu puisses avoir et rentrer dans ta grotte. Voilà, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même si voilà, tu rentres dans ta grotte, et donc la personne qui t'accompagne dans l'accouchement soit les garants que cette grotte est protégée pour que tu puisses connecter profondément avec la physiologie et l'accouchement et vivre cette expérience qui est incroyable. Tu as des retours des femmes que tu as accompagnées justement dans l'accouchement? Mais beaucoup, c'est ça qui m'encourage davantage. Mais la plupart de mes accompagnés m'envoient un message les mêmes jours, au lendemain de leur accouchement. Ça me touche tellement parce que, voilà, quand tu viens d'accoucher, tu ne penses pas tout de suite à ta prof de yoga. Et maintenant, je reçois des retours magnifiques. Magnifiques, et vraiment, voilà, c'est ça qui me stimule, me motive à continuer parce que ça marche en fait. Ça marche, et j'ai des témoignages tellement beau de comment ils ont pu vraiment utiliser les outils qu'on a travaillé ensemble si facilement et qui a tout changé en fait. Et j'ai des témoignages de tout type de femmes, hein, des femmes qui voulaient dès le début un accouchement physiologique, qui se sont bien préparées avec moi, mais avec leur sage-femme, avec plein des autres techniques. Mais aussi des femmes qui s'arrivaient mortes de peur, qui voulaient limite césarienne programmée, vraiment bien flipper de la chose. Et qu'avec l'accompagnement, ils ont pu vraiment faire confiance, comprendre, lâcher prise et vraiment changer leur rapport à leur corps et à la gestion des émotions. Donc c'est tellement gratifiant. Mais c'est ça tu sais, des fois, quand ça va pas, et des fois, j'ai reçu des messages et c'est... Vraiment, pour moi, c'est
une mission de vie. Tu vois, vraiment, c'est ça qui me motive. Du coup, j'ai changé complètement de métier. Donc là, je mets 100% à l'accompagnement périnatal parce que j'adore ça au cours des Kundalini Yoga. Et puis, je te raconterai après avec la réflexologie plantaire aussi. Je te raconterai après. Mais oui, mais j'ai reçu un retour tout le temps. Et c'est très beau parce que aussi ça permet un postnatal plus saine. Parce que le postnatal, très souvent, ça peut être une partie où les femmes se sentent très seules. La fatigue, elle est énorme. Et puis des fois, on se sent aussi pas très outillé pour vivre ces moments pleinement, malgré la fatigue, malgré des fois des connexions avec ton compagnon, ta compagne. Il y a plein de choses qui se passent. Il y en a beaucoup, beaucoup moins accompagnés. Voilà, tu n'as pas les rendez-vous avec ta sage-femme régulière. Des fois, tu ne reviens pas tout de suite dans les cours de yoga parce que je propose les cours de yoga postnatal aussi. Pour pouvoir revenir à soi, on est super déconnecté avec soi pendant les premières semaines, mois, voire mois avec bébé. Donc comment tu peux revenir déjà à un petit moment de venir vers toi? On est tellement en osmose avec bébé. Et aussi commencer à récupérer ton corps physique qui est super nécessaire parce qu'on perd énormément bien sûr des tonicités et on ne se sent pas très bien dans son corps. Voilà, donc les femmes bien en postnatal après, soit ambitieux, soit en présentiel, sans bébé pour l'instant, soit j'ai des petites cours en ligne pour avoir des petits exercices sans charge mentale, parce que la charge mentale, c'est une grande découverte quand tu deviens mère. Et voilà, donc ça donne des outils aussi pour mieux vivre les postnatales et éviter aussi des moments durs, que peuvent être les baby blues, voire une dépression postpartum, qui subissent énormément des femmes. Ça, c'est tabou. Voilà. Je voulais te poser une question par rapport aux femmes que tu accompagnes. La plupart des femmes que tu accompagnes ont-elles à faire une péridurale? Est-ce qu'elles le font? Je ne sais pas quel pourcentage je pourrais te dire. Je crois qu'il y a peut-être 55% des femmes qui viennent avec l'idée des péris. L'autre 50% qui est non. Et il y a plein qui changent d'avis au milieu des cours. Oui, tout à fait. Mais pareil, en fait, c'est que je trouve super important pendant l'accouchement et pendant cette période. Et on est en France 2024, chose qui n'arrive pas dans tous les pays du monde, encore, hélas, c'est savoir que tu as des droits. Et donc, pendant mes cours, on parlait beaucoup aussi des droits. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas subir des choix, des décisions. Des fois, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Et voilà, il y a un professionnel de la santé qui vient te proposer ou pas, on te fait subir une décision. Et après, si tu aurais su que tu pouvais choisir entre une option A ou B, voilà, ça génère énormément de frustration. Donc, on allait travailler avec les filles, on parlait de ça, quelles sont tes vraies envies. Des fois, les femmes arrivent donc, par rapport à ta question avec « Évidemment, je vais avoir une péridurale parce que c'est comme ça qu'a fait ma mère, ma sœur. Dans les films, c'est ça qu'il faut faire. » Mais en fait, à fur et à mesure qu'on en discute, on dit « Mais peut-être j'ai envie de m'en passer, j'ai envie de sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Je perds la peur de cette douleur qui t'empêche la péridurale. » Et bien sûr, je ne suis pas contre la péridurale. Hein. C'est un grand acquis pour les femmes, surtout quand on a énormément de souffrances. Mais voilà, c'est une aide externe, c'est la chimie externe. Donc vraiment, ça casse la physiologie. Voilà, ça laisse pas la physiologie, les hormones de la femme marcher. Et naturellement, ça les accompagne, ça les bloque, j'arrive pas à le dire très bien. Je pense que cette partie-là, je vais la refaire. Non, mais et puis je pense que, en plus de leur apporter une frustration qu'ils ont déjà, en plus de l'industrie du cinéma qui n'aide pas, ça ne leur permet pas de se reconnecter à leur corps pleinement et de pouvoir faire fonctionner ces trois chakras, justement, qui pourraient... leur permettre, par la respiration, de laisser passer les émotions pendant l'accouchement.
Et je pense que c'est dommage. Et après, je pense que c'est aussi une très bonne chose quand c'est très douloureux, les contractions, de passer par la péridurale, bien évidemment, mais si on peut éviter de le faire. Moi, ma grand-mère ne l'a pas fait, hein. À l'époque, ça n'existait pas au Cameroun. Donc, elle s'en portait pas plus mal. Elle a eu 13 enfants, hein, sans péridurale. 13? Ah oui. Et elle était bien portante, hein. Et ça lui a fait aucun mal. Ouais. Donc les accouchements aussi sont vécus, je pense que pour bien le vivre, il faut le vivre en pleine conscience et revenir à ce que tu disais, au Kundalini Yoga et à les méthodes de Gasquet pour pouvoir accompagner le bébé et être dans une team, vraiment. Et ça, c'est beau, ça. C'est super beau. Mais en plus, vraiment, l'accouchement physiologique, c'est, en plus de vivre en pleine conscience ton corps, en pleine maîtrise, j'aime pas dire ce mot, mais vraiment une totale confiance de sa façon de fonctionner. Le post-natal, c'est génial en fait. Moi, j'ai accouché et j'étais plein d'énergie, les hormones sont là, tu as une totale force et puissance. Tu vois, j'étais tellement bien en post-natal. Et en général, la récupération musculaire, hormonale, tu vois, l'utérus s'est réduit à nouveau à sa taille normale de la taille d'un pamplemousse. Donc, il y a plein de choses qui se passent en postnatal encore, tu continues. Hein, et quand tu n'utilises pas de la chimie externe, ton corps le fait beaucoup plus vite, de façon moins douloureuse. Et il a vraiment une connexion au corps qui est autre. Et donc, pour revenir à la péridurale, voilà, c'est super qu'on puisse avoir accès à la péridurale face à des énormes douleurs, face à des souffrances, face à des problèmes, bien sûr, et face aussi à des accouchements très longs. Des fois, c'est long. La péridurale peut doser dans une bonne façon, donner des répits à la femme pour qu'elle se repose et qu'elle prenne à nouveau l'énergie pour reprendre l'accouchement. Et avec une conscience du corps, des fois, ils peuvent reprendre, selon les dosages, les sensations dans le corps. C'est pas pareil, c'est sûr, parce que tu n'as pas le droit de bouger, d'être debout, ou tu peux bouger, mais peu. Voilà, donc tu es assisté, en fait. Voilà, cette chose d'autonomie est tellement géniale. Il y a un truc des connexions aux femmes. Il y a une chose des connexions à toutes les femmes du monde, même quand tu accouches avec péridurale et césarienne, je pense. Il y a un truc une fois que tu accouches, tu connectes, il y a comme une complicité avec toutes les femmes de la planète. Tu dis waouh, comment on a pu faire ça? Et c'est pourquoi c'est pas nous qui gère cette planète, parce qu'on est trop puissante. Nous sommes puissantes. C'est dingue, vraiment l'accouchement c'est une super expérience et j'adore transmettre cette joie de l'accouchement. Moi ça m'arrive, pardon, ma fille a 10 ans, mon petit il a 7 et comme je parle beaucoup de mes accouchements bien sûr et j'écoute les récits de mes élèves, des fois j'ai envie de revivre l'expérience qui est pour le plaisir d'accoucher, tu vois, et ça, de tester les nouveaux outils. C'est clair. Et parce que vraiment, c'est une expérience tellement unique. Et voilà, on a la chance, voilà, aujourd'hui, on ne fait pas 13 enfants comme ta grand-mère. Voilà, des fois, c'est 0 fois, mais des fois, c'est 1, 2, voilà, 3. C'est rare d'avoir trop d'enfants, donc c'est une expérience tellement unique. Et voilà, ça peut être vraiment une connexion profonde à des choses plus ancestraux. Aussi, c'est un super moment pendant la grossesse de faire un travail sur soi, parce qu'on est super accessible à libérer, à évacuer des choses du passé, transgénérationnel. Donc voilà, je conseille à toutes les femmes qui enceintes, qui sentent qu'elles sont en train sont prêtes à travailler un peu thérapeutiquement. C'est super efficace, je veux dire. Voilà, tu fais beaucoup moins de séances que quand tu n'es pas enceinte, parce que ça peut sortir plus facilement là. Plein de choses pour libérer les choses plus de l'ordre des blocages, de traumas, des autres générations. J'ai vu que tu travaillais énormément avec Alice Parisi, notamment sur les cours de yoga chantant et aussi sur des cercles de femmes. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, mais tout à fait, avec plaisir. Donc, avec Alice, une très très bonne copine-sœur, sœur d'âme. On organise notamment deux activités qui me tiennent vraiment à cœur. Elle m'a invitée d'abord à participer avec elle, à organiser des ateliers de cours de yoga, de Kundalini, mais en espagnol. Donc, elle a ouvert un lieu magnifique qui s'appelle Casa Cocon,
au centre de Bordeaux, à Saint-Michel. Et Alice, par ici, il a plein des cordes à son arc, mais notamment, elle travaille avec le son, guérissée avec le son, libérée avec le son. Elle est sonothérapeute aussi. Et voilà, elle a un groupe aussi en duo, elle chante, elle a plein de qualités. Et puis on fait des cours dans des Kundalini en espagnol, chez elle, à Casa Cocon. Et c'est elle qui nous accompagne pendant la relaxation avec son chant, avec ses instruments. Le chant. C'est le chat. C'est les chats. Voilà, donc c'est elle qui, à la place j'utilise un poste de musique, on fait la relaxation quand on chante les mantras. Et bien chez elle, c'est elle qui nous porte. Voilà, nous envoie loin, nous amène loin dans la relaxation avec son chant inspiré de chants amérindiens. Elle a vécu longtemps en Amérique du Sud. Donc vraiment, il a une capacité de nous amener très très loin avec ses chants, avec ses instruments pendant la relaxation. Et aussi, on va chanter les mantras a cappella, entre guillemets, a cappella, avec son tambour pour vraiment travailler aussi l'expression de la voix et libérer à travers la voix. Et donc on va travailler l'expression des soi, de libérer la voix, de libérer la parole avec le chant. Voilà, de vraiment se sentir à l'aise avec les sons. Et donc ça, c'est une première temps qu'on travaille ensemble avec Alice et que j'ai chéri énormément parce que c'est un moment très, très différent aux autres cours de yoga. C'est beaucoup plus intime, c'est un petit comité. À la fin, on partage une petite tisane, on fait des cycles, on fait plusieurs cycles dans l'année, entre vacances et vacances, on partage un repas ensemble. Donc vraiment, il y a un côté plus d'échange, plus profond, j'ose dire. Donc voilà, donc ça c'est les cours qu'on appelle Yoga Encanta. Voilà, et on fait à Casa Cocon les mardis de 12h30 à 14h à Saint-Michel. Et puis l'autre atelier qu'on organise, c'est des cercles de femmes, cercles de guérison. On les appelle cercles des paroles et des chants, parce qu'on travaille beaucoup avec le son aussi. Donc ce sont des ateliers qu'on a organisés. Au début, on était 5 femmes, 5 copines. On a commencé à concocter, à imaginer comment on pouvait faire. On était 5 femmes. Il y en avait cette envie de co-créer des rituels, des passages, pour accompagner des femmes qui sont en train de vivre des moments particuliers de leur vie, des passages. Voilà, on a organisé finalement 5 cercles. Le cercle de deuil, des reconnexions avec sa force, son pouvoir, des connexions avec les cercles féminins, etc. Et on a co-créé, on a accompagné aussi avec nos savoir-faire, et Sophie, qui est psychologue, et Alice, qui est sonothérapeute, entre autres. Et voilà, et les autres filles qui aussi ont vraiment un savoir-faire très riche aussi. On est toutes hispanoparlantes. Il avait une chose importante de travailler avec l'espagnol, des Françaises et des filles d'Amérique du Sud, pour amener ces dimensions d'ailleurs, qui puissent vraiment accompagner, encore une fois, cette femme dans ce moment important de leur vie pour libérer la parole, pour exprimer, pour guérir des blessures, pour accompagner des moments difficiles et comprendre aussi comment on fonctionne. Donc à travers ces 5 rituels dont on organise aujourd'hui, après 200 de préparation, cette première année était un succès. C'est vraiment, on a eu des magnifiques retours. Les ateliers se sont remplis tout de suite. Des moments très forts d'échanges. Donc ça fonctionne vraiment comme un cercle des femmes. On fait vraiment des cercles pour exprimer ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on souhaite. Et puis, on a vraiment co-créé ces 5 cercles différents, avec vraiment des rituels très particuliers. Moi, j'aime bien dire, je ne sais pas si mes co-créatrices seront d'accord, mais vraiment un peu des rituels des actes un peu transformateurs, qui vont vraiment faire un avant et un après face au sujet. Donc, ce sont des moments
des libérations, des paroles, des rituels aussi pratico-pratiques. Un peu, je ne sais pas si c'est un peu comme la psychomagie, mais il y a quelque chose que j'aime bien de ce sens-là, un peu Jodorowsky, un acte physique qui peut vraiment transformer. Et donc, ce sont des moments très, très beaux, très connectés à la féminité. C'est ouvert qu'aux femmes. Des moments où on se sent vraiment en confiance, reliés, en sororité, vraiment des moments vraiment qui pour moi sont sublimes. Et à chaque fois que j'anime un cercle avec un de mes collègues, je remercie vraiment à la vie de m'avoir amené là, parce que c'est important. Je trouve que c'est très important et c'est très bon. On organise 5 cycles dans l'année, donc les prochains cercles, c'est dans quelques semaines. Et ça va être les dernières avant la rentrée. Et donc, on va ouvrir bientôt les dates pour la rentrée 2024-2025. Et tous les infos sont aussi dans mes réseaux et dans les réseaux aussi d'Alice. Intéressant. J'aimerais revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure sur la réflexologie plantaire. Oui. Et comment tu l'utilises et comment tu en es venue à la réflexologie plantaire. Oh, ça ne me rajeunit vraiment pas. Donc, j'avais 15 ans et j'ai eu la chance d'avoir une séance de réflexologie, de vivre une séance de réflexologie plantaire. Au Chili ? Au Chili, voilà. C'était une des meilleures copines de ma mère qui était réflexologue plantaire et qui m'a proposé une séance car j'avais vraiment des règles très irrégulières. Je subissais un peu la chose, j'ai sauté des cycles, c'était vraiment pas confortable. Et il m'a fait une séance de réflexologie plantaire qui a vraiment bouleversé ma vie. C'était, je crois, un premier moment un peu mystique ou des connexions profondes avec moi. Ça m'a connectée à des choses que j'avais bloquées pendant mon enfance. Voilà. Ça m'a rappelé des choses, des petits moments, voilà, de certains blocages, de certains traumas. Et vraiment, ça libérait émotionnellement profondément moi. En plus d'être hyper agréable, une séance de réflexologie. Je t'expliquerai un peu comment ça marche. Donc, c'est une détente très, très profonde. Et voilà, c'était une expérience assez mystique. Voilà, je veux dire, assez mystique. Et depuis, j'ai eu mes règles tous les 28 jours, comme une horloge. Voilà, ça, c'était un avant et un après automatique, hyper efficace. Bon, bref, donc, grosso modo, c'était génial. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? J'ai envie de comprendre comment ça marche. Et donc, après, j'ai rentré à l'école d'architecture. Voilà, j'ai travaillé, je suis devenue prof à la fac. Et quand j'ai fini, vraiment la fac d'archi, je me suis donné le temps, l'argent, et voilà, et j'ai eu l'envie de chercher une formation pour voir qu'est-ce que c'est. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Et donc, je me suis formée au Chili quand j'avais 24 ans. Voilà, j'avais fini la fac d'archi. Et voilà, j'ai trouvé une école de médecine et culture orientale de Chine. C'était l'école de médecine et culture orientale à Santiago. Et voilà, j'ai fait ma formation de réflexologie plantaire. Et depuis, j'ai pratiqué, mais comme ça, comme un loisir, comme un lobby, des copines, à ma famille. Et quand je suis arrivée en France, ça a commencé à être un peu une monnaie des trocs. Voilà, les gens me proposaient des troquets. Voilà, on troquait des choses, voilà, des séances, des sauteries techniques, voilà, etc. Des repas. Donc, j'ai commencé à pratiquer plus, avoir plus de savoir-faire dans les mains, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir une petite clientèle. D'abord, c'était des amis qui voulaient vraiment continuer, dire mais je veux qu'on fasse ça plus souvent, ça me fait du bien. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner confiance avec la pratique. Et jusqu'à un moment donné, je me suis installée en cabinet. Voilà. Et donc, ça fait plus de 22 ans. Ça va vite. Et donc, voilà, j'ai mon cabinet ici à Bordeaux et dont j'accompagne tous les personnes, même les enfants. Mais bien sûr, ma passion, c'est les femmes enceintes pour qu'elles puissent vraiment lâcher. Et surtout cette dernière ligne droite. Voilà, même si tu es super préparée, tu es prête pour accoucher, il a toujours une petite appréhension. Voilà, c'est un moment hyper puissant. On a toujours, bien sûr, une peur d'avoir mal, de mourir. Et là, bien des images un peu horribles qu'on a dans la tête, l'avant et l'après. Donc, ce sont des séances qui vont vraiment accompagner cette dernière ligne droite. Dire, voilà,
je me sens prête, ton bébé est prêt. Allez, on va lâcher musculairement, mentalement. Et aussi, on peut stimuler hormonalement les systèmes neuroendocriniens pour dire aux hormones, mais allez, continue, tout va bien. Voilà, dans la réflexologie, c'est vraiment un outil que j'apprécie énormément. Et donc, c'est une technique qui vient de la Chine. C'est à l'issue de la médecine chinoise, mais qui a été vraiment transformée, notamment en Allemagne. Il y a plusieurs écoles. Hein. On a la réflexologie plantaire un peu des pays d'Asie, que c'est vraiment plus esthétique. Voilà, ça fait mal, etc. J'ai jamais essayé, mais j'ai des retours des souffrances. Mais ce autre type de réflexologie plantaire, notamment, qui a été transformée un peu, notamment en Allemagne, aux États-Unis, sont des techniques qui sont surtout pas douloureuses. On travaille en profondeur, à niveau énergétique, et aussi on masse vraiment le pied. Mais c'est pas un massage des pieds, c'est une technique thérapeutique à travers laquelle on va mettre en mouvement des toxines, des blocages, à travers les massages, à travers la toucher. Donc ça peut être bien profond avec les mains, dans la chair des pieds, ou ça peut être super superficiel, style Reiki. Pour équilibrer, donc lâcher des muscles, lâcher, pardon, voilà, de mettre en mouvement des blocages, des toxines qu'on peut sentir avec les massages. Avec les mains, tu peux sentir des points durs qu'on peut libérer avec les travails réflexologiques. Aussi, on peut voir où il manque d'énergie, on peut sentir dans les tissus c'est creux. Donc, aller quelque part pomper l'énergie dans les autres parties du corps pour remettre en homéostase, en équilibre. Le corps, les autres parties où il a trop d'énergie, tu es super tendu, de pouvoir libérer. Et donc la technique travaille sur les systèmes physiologiques d'abord, système nerveux, digestif, endocrinien, ganglionnaire, voilà, et lymphatique. Et l'idée, c'est stimuler. C'est vraiment un protocole, hein, c'est très clair, il y a des cartes. On peut voir des cartes et on va dessiner exactement les organes du corps physique. Et l'idée, c'est les masser d'une façon très particulière chacun pour donner le mouvement, donner la vitalité, mettre au mouvement en circulation. Et puis, il y a une autre animation beaucoup plus énergétique, émotionnelle, des connexions avec la personne qui travaille avec toi. Donc, c'est un travail aussi à deux. Et quand je travaille avec des femmes enceintes, c'est un travail à trois avec bébé. Et c'est ça, c'est mettre en mouvement. Et des fois, vraiment, tu peux avoir des sensations dans ton corps, comme vraiment sentir l'énergie ou les fluides qui enfin se met en circulation. Il y a une chose de circulation en général. Des lâches-prises, tout ce travail émotionnel, tu peux vraiment sentir des libérations profondes au plexus solaire, centre du cœur. C'est assez impressionnant, parce que des fois, tu peux vraiment avoir des effets rapides. Et surtout, sans lâche-prise total. Voilà, c'est vraiment, tu peux vivre une expérience très différente, car les pieds, on peut faire la réflexologie palmaire aussi, dans les paumes des mains, dans les autres parties du corps. Les oreilles, le rico, je voulais comment dire. Voilà, on peut travailler dans les oreilles avec des aiguilles. Non, dans toutes les oreilles, aussi on peut voir refléter les restes de ton corps, physique et non physique. Dans les oreilles, tu sais, il y a un travail d'acupuncture avec des aiguilles aussi. Et même les iriologies. Voilà, dans les yeux, on peut voir aussi, il y a des cartes dans l'iris, que tu peux voir les restes du corps reflétés. Donc, voilà, tu ne travailles pas masser l'iris, mais tu peux voir à niveau symptôme s'il y a des problèmes dans certains organes, etc. Et du coup, j'ai travaillé avec les pieds parce que c'est la partie plus loin de ta tête. Déjà, donc c'est la partie plus loin de ta tête où tu peux voir refléter ton corps physique et non physique. Et tu peux vraiment lâcher plus. Tu vois, les mains, on a un contact super quotidien. C'est pas qu'on perd la sensibilité, mais on connaît les mains. Les pieds, on les connaît pas. On s'occupe pas trop de nos pieds, on les masse pas trop. Non, on les piétine toute la journée, on marche, on court. Et donc, on s'en sert tout le temps, en fait. Et ils nous soutiennent tout le temps, ils nous font avancer, reculer, ils sont là forts et très, des fois, on met un peu des crèmes et c'est tout, quoi. Donc, vraiment, prends soin de cette partie un peu délaissée, entre guillemets, qui est là tout le temps pour nous soutenir. Symboliquement, ça fait une chose. Comment c'est la partie plus loin de la tête, on peut vraiment lâcher prise profondément si on se sent en confiance. On va répéter. Tout bien, mi amor? C'est terminé? Ouais, non, tu peux fermer la porte par contre. On va bientôt finir.
Va bien, t'es à faim? Ouais. Non, c'est bientôt fini. Non, c'est bientôt fini. Ouais, on va finir. Les bruits, ça dérange un peu, on attend? Non, ça va. Ouais, bon. Et... Donc voilà, donc j'ai travaillé avec les pieds et pas avec les mains. Bon, je peux travailler avec les mains, des fois, quand les pieds sont pas accessibles. S'il y a une blessure, une douleur forte, on peut travailler avec les mains. Mais les pieds, voilà, c'est la partie plus efficace pour travailler sur le reste du corps. Donc, parce que c'est la partie plus loin de la tête. Donc, si tu étais ça en confiance, tu peux vraiment arriver à une lâche prise bien profonde. Parce que c'est la surface physique plus grande, donc on peut vraiment aller plus dans les détails des organes, des nerfs, etc. Et parce que c'est vraiment... Et à niveau énergétique, ça fait circuler. C'est super agréable. Moi, j'ai kiffé la réflexologie plantaire. J'adore. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un praticien qui travaille comme moi ou comme travaillait ma réflexologue au Chili. Donc, très souvent, je suis assez déçue parce que je trouve ça assez superficiel, ce que j'ai vécu ici. Donc, je cherche d'ailleurs si quelqu'un connaît une super réflexologue pour vivre à nouveau l'expérience. Parce que voilà, moi j'ai mes masses aussi, mais c'est pas pareil. Voilà, j'ai masse, c'est un massage. Quand tu es vraiment complètement détendu, c'est autre chose. Léon, tu peux fermer la porte? Ah. Donc voilà, quand tu reçois une séance de réflexologie, c'est pas pareil quand tu te masses toi-même les pieds. Voilà. Quand tu te masses les pieds, c'est un massage des pieds. Quand tu reçois une séance, c'est un soin. Vraiment, c'est un soin et tu peux vraiment contacter quelque chose de très profond. Eh bien, cette interview arrive à sa fin. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui sur le Kundalini Yoga, sur la façon dont tu accompagnes les femmes lors de l'accouchement et sur la réflexologie plantaire. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir sa page. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nathalie? Oui, alors je suis sur Bordeaux. Dans ma page, ça s'appelle satsana.fr, dans www.satsana.fr. Et pour mon nom et mon prénom, dans Nathalie Goldstein. Je suis sur Instagram un petit peu, sur Facebook. J'ai dans des cours donc aux différentes salles à Bordeaux et voilà, au Cocrous, à Saint-Michel à Casa Cocon, à Rive-Droite à côté du jardin botanique, dans différentes salles encore. Et j'organise des stages aussi, en week-end en sud Gironde. Et les dimanches aussi, j'organise des stages de yoga prénatal et des soirées kirtan. On n'a pas parlé de ça, mais c'est des soirées et des chants des mantras. Donc pendant 2 heures et demie, on va chanter des mantras Kundalini pour entrer en méditation profonde et puis sortir en lévitant un peu sur des séances super belles. Eh bien, écoute, on te remercie et on pensera à se revoir pour en discuter une prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous aurez tous compris qu'il est important aujourd'hui de retourner à son corps. Et aujourd'hui, Nathalie nous a livré les outils pour le faire. Donc, n'hésitez pas à réécouter ce podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Christine.